Bonjour Alexandre, Oui, Christian, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Tout le monde, je vous présente Alexandre. Alexandre est on va dire une ressource rare, une expertise rare sur les relations entre les Autochtones et le gouvernement, entre les premiers peuples et le gouvernement. Il est lui-même issu de la communauté de Mastoyage, donc il est Innu. Il a accepté ce soir de venir nous parler pour nous expliquer le contexte dans lequel on se tient. Alors Alexandre, je vais baisser le micro là, dans la salle pour pas que tu sois dérangé par la salle et puis tu as tout ton temps là, pour nous parler. Merci encore d'avoir accepté. Alors tout le monde, je vous laisse avec Alexandre. Bonne soirée. Merci, Christian. Merci aussi à vous d'être là. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cette démarche qui n'est pas anodine, hein, celle de réfléchir là, au document fondateur qui nous unit comme humains sur un territoire. Ce n'est pas anodin. Alors, si on veut réunir tous les humains de ce territoire, par contre, il va falloir considérer deux, trois détails. Vraiment, je remercie à nouveau Christian là, de m'inviter un peu à brûle-pourpoint dans la présentation pour venir lever deux, trois drapeaux. Alors, initialement, j'avais proposé à Christian d'inviter les membres de l'assistance à aller passer quelques mois en forêt, mais il me disait que techniquement c'était difficile pour faire comprendre l'écart en fait qu'il peut y avoir entre la conception du monde des Premières Nations et des Inuits et disons l'entendement occidental de ce qu'est le vivre ensemble notamment, mais aussi le rapport au territoire. Alors je vous invite à regarder un petit PowerPoint que je vous ai monté. Constituons, bien sûr avec les peuples autochtones. Alors, j'ai vu dans la Constitution que, bien sûr, l'Assemblée constituante a pris soin d'intégrer donc dans la Constitution une reconnaissance des peuples autochtones de l'antériorité de l'occupation du territoire. Mais il ne s'agit pas que de ça. Puis je pense que pour bien comprendre le présent, ça vaudrait la peine d'aller revisiter peut-être deux, trois moments importants de l'histoire qui peut-être ne vous ont pas été mentionnés dans vos cours d'histoire ou à travers les médias. Puis ça va nous permettre peut-être d'entendre comment il sera possible éventuellement de nous asseoir tous ensemble et de rédiger une constitution qui nous conviendrait à tous. Alors, voyons donc ce que ça donne d'abord, et je vais probablement y revenir au moins une fois ou deux, garder en tête la diversité culturelle qui existe sur le territoire. Il est aussi absurde de parler de la culture autochtone qu'il est absurde de parler de la culture africaine. Vous connaissez la culture africaine, hein, 1,2 milliard de personnes, 64 pays et 2000 langues. Alors, il y a là une magnifique diversité qui est là une grande richesse. Il en est exactement de même en Amérique du Nord. Et comme on le voit sur l'image qui est là, qui est la répartition des familles de langues en Amérique du Nord, c'est un instantané probablement au tournant du 19e, 20e siècle. Donc, la répartition des populations, des familles de langues en Amérique du Nord. On voit que les frontières qui sont là n'ont absolument rien à voir avec les frontières actuelles du territoire. D'ailleurs, quand on regarde la carte des Premières Nations au Québec, eh bien, dans le fond, il n'existe qu'une seule Première Nation qui n'est pas divisée par une frontière ou une autre. Il s'agit des Atikamekw qui sont au cœur du Québec, mais qu'il s'agisse des Cris, des Inuits, des Inuits, des Malécites, des Micmacs, et la plupart de ces nations-là ont d'autres communautés sœurs, soit au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, dans l'État du Maine, dans l'État de New York. Alors, les frontières, d'un point de vue autochtone, sont complètement artificielles. Et d'ailleurs, d'un point de vue autochtone, d'un point de vue de Première Nation, qu'est-ce qu'on dit? Premier peuple, à tout le monde, d'habitude, on s'entend pour dire qu'on dit plus sauvage. Il y a effectivement, les mots ont changé, les mots continuent de se transformer et on n'utilise plus le mot indien non plus.
sauf quand il s'agit de parler encore de la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens est encore une loi qui s'applique au Canada. Alors, quand on réfère à cette loi-là, on est obligé d'y référer. Mais généralement, je vous suggère de mettre ce mot de côté pour adopter le mot peut-être Première Nation quand il s'agit de parler des Indiens inscrits tels qu'on l'entendait, à tout le moins, pendant tout le 20e siècle. Et les Inuits, qui sont au nord, qui ne sont pas des Premières Nations. Pourquoi les Inuits ne sont-ils pas des Premières Nations? Eh bien, il s'agit d'une raison historique, simplement parce que les Inuits, à l'époque où on adopte la première version de la loi sur les Indiens, qui portait le charmant nom d'Acte des Sauvages, eh bien, les Inuits se trouvaient très au nord, à une époque où le gouvernement canadien considérait que, bon, au nord, de toute façon, il n'y a absolument rien d'intéressant. Les Inuits sont trop loin. Il coûterait trop cher de les inclure dans la loi sur les Indiens. Donc, on les a donc laissés à part. On a souvent envisagé l'idée de réintégrer les Inuits dans la loi sur les Indiens, mais à chaque fois, l'addition dans la colonne de chiffres faisait décourager même les gouvernements les plus motivés. Alors, jusqu'à ce jour, les Inuits sont restés donc à l'extérieur de la loi sur les Indiens. Et enfin, la fameuse question métisse, j'aurais aimé pouvoir l'aborder plus amplement. Sachez en tout cas qu'au Canada, en ce moment, il n'y a que quelques groupes qui sont reconnus comme métis par la Cour et que jusqu'ici au Québec, il n'y a pas eu encore de nation reconnue comme métisse. Donc, des Premières Nations et des Inuits répartis sur l'ensemble du territoire. J'aurais aimé aussi prendre tellement plus de temps avec vous aujourd'hui pour faire le tour de cet univers-là, mais j'ai un joyeux défi. Christian a voulu ne m'accorder que, je dirais pas quelques précieuses secondes, merci quand même Christian de m'accorder quelques minutes, mais c'est difficile, vous l'entendez sûrement, de faire le tour de cet univers. À la diapo suivante, je tenais à vous mettre cette carte-là, qui est une représentation, un point de vue colonial, sur la répartition politique du territoire. On est environ dans les années 1700. Vous avez bien sûr les 13 colonies américaines, mais vous avez aussi dans tout ce qui est le Québec aujourd'hui, mais une bonne partie de l'Ontario, du Manitoba, je dirais probablement du sud de la Saskatchewan, tout le centre des États-Unis jusqu'en Floride. Et il s'agit là de la Nouvelle-France et ils sont environ 15 000. 15 000 à occuper un territoire qui, d'après moi, fait grosso modo 4 ou 5 millions de kilomètres carrés. Alors, comment peuvent-ils prétendre à une aussi vaste portion de territoire en n'étant que 15 000? Eh bien, grâce au réseau d'alliances. Et ça, c'est extrêmement important parce que toute la base des relations coloniales entre donc, les premières Nations et les forces coloniales européennes qui arrivent ici, ce sont des relations d'alliance. Nous étions des alliés économiques, bien sûr, à travers le commerce des fourrures, mais aussi des alliés militaires, comme vous l'avez certainement déjà entendu. Alors, et ça va rester vrai pendant toutes les années 1600, les années 1700, jusqu'à ce qu'il se passe un point de bascule. Bien sûr, à la conquête anglaise, il va se signer en 1763 deux documents extrêmement importants qui, encore aujourd'hui, sont la base de tout le droit des Autochtones au Canada. Et je vous ai mis donc un instantané du 10 février 1763. Et voyons qu'est-ce qui se passe. Alors, on a le long du fleuve ce territoire qui est de couleur mauve, là, qu'on appelle la Province of Quebec. Puis la province avait son sens premier, latin, provincis, qui veut dire pour les vaincus. C'est un territoire qu'on laisse aux vaincus, qui est géré bien sûr par les forces coloniales, mais qui est laissé aux vaincus. C'est vraiment le sens premier du mot province. Et au-delà de la province, que retrouve-t-on? Du territoire indien. Et c'est là, dans la proclamation royale, qu'on va retrouver vraiment, si on veut, la base du droit. Alors on dit, ben, au-delà des limites de la colonie, les Indiens, ben, ils sont chez eux, ils sont propriétaires de la terre, ils font ce qu'ils veulent, ils ont leurs lois, ils ont leurs règles, ils sont autonomes. Et s'ils souhaitent se départir de leur territoire, ils peuvent, au profit de la couronne, céder ces territoires-là
donc à la couronne et à intégrer, s'il le souhaite, là, les rangs de la citoyenneté. Bien sûr, on est dans un entendement très hiérarchique des civilisations, de sauvages à barbares à civilisés. Mais donc, c'est vraiment sur cette logique-là qu'au cours des années 1800, on va se dire, bon, ben, comment pourrait-on faire en sorte que les Autochtones veuillent nous céder l'entièreté de leur territoire? Et il va y avoir effectivement toute une série de traités historiques qui vont se signer en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta. Une très grosse partie du territoire canadien va être visée par ce qu'on appelle des traités historiques ou des traités numérotés. Et, euh, et généralement, ces traités tiennent dans une page. Hein. On va dire, bon, ben, on prend je ne sais même pas comment ils étaient désignés, puis je suppose que ça varie d'un traité à l'autre, mais il y avait un individu, en tout cas, qui prétendait parler au nom de tous les siens et qui cédait le 250 000 km² qu'il y avait autour de lui en échange de vêtements neufs, de bêches et de pelles pour devenir des agriculteurs, ainsi que 1 ou 2 $ par année non indexable par personne. Alors, tenez-vous bien, encore à ce jour, cet été, il va y avoir des gens de la Gendarmerie royale qui vont aller distribuer ce dollar par personne dans les communautés qui ont signé le traité. Parce que c'est important d'honorer ces traités, n'est-ce pas? Alors, vous voyez un peu l'absurde quand on regarde aujourd'hui ces traités-là, ça a l'air d'une aberration historique. Donc, je poursuis parce que dans les années 1800, il va se passer vraiment un point de bascule dans les relations entre les peuples autochtones et les autorités coloniales. Pour deux principales raisons. D'abord parce que la fourrure, tout à coup, ne vaut plus rien. Et que, deuxièmement, il n'y a plus vraiment de menace militaire. Les Français ne menacent plus de venir, disons, s'emparer des territoires coloniaux en Amérique du Nord. Par contre, Napoléon bloque tous les ports de la mer Baltique pour empêcher les Anglais de venir y chercher leurs précieux bois pour construire leur flotte navale, ce qui va obliger les Anglais à se tourner vers le Dominion of Canada pour venir y chercher les précieuses ressources forestières. Et dans l'imaginaire québécois, c'est l'époque des draveurs puis des bûcherons là, qui vont justement bûcher très ardemment dans les forêts québécoises. Mais à mesure que les arbres tombent, qui reste debout? Les Indiens. Et là, on va chercher à trouver une façon là, de régler ce fameux problème indien. Alors, c'est vraiment la première fois qu'on se met à parler du problème indien et qu'on se met à réfléchir à une façon de forcer les Autochtones à quitter leur mode de vie nomade. Puis souvent, quand j'ai la chance de poser la question, je dis, bon, ben, combien y a-t-il de réserves au début des années 1800? Il n'y en a pas. Les réserves, ce sont des créations de la loi sur les Indiens. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer au 19e siècle? Alors, dans les années 1800, d'abord en 1857, l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages. Alors, ben, écoutez, ça a l'avantage d'être clair. On voit de quoi il en retourne. Il s'agit donc d'assimiler, c'est la première fois on crée le principe des réserves, contrôle des terres de réserve, on vise la christianisation, on souhaite faire en sorte que les Premières Nations, les Autochtones, s'intègrent dans la culture dominante. En 1867, on en fêtait d'ailleurs tout récemment le 150e anniversaire. Il s'agit de la première constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, par lequel le Canada va gagner une forme d'indépendance. Et donc, pour nous, d'un point de vue autochtone, vous allez voir que les 150 dernières années ont probablement, et voire certainement, été les pires années de toute la relation coloniale des 400-500 dernières années. Donc, après l'indépendance canadienne, le fédéral adopte la première version de la loi sur les Indiens, qui s'appelle à l'époque l'Acte des Sauvages, 1876. Et écoutez, par la loi sur les Indiens, on va vraiment mettre en place une loi qui cherche à faire disparaître les Autochtones. Les faire disparaître sur le plan légal, mais aussi sur le plan culturel. Sur le plan culturel, ça va se faire à travers les pensionnats. Vous avez peut-être entendu parler de tous les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation qui, depuis 2008, a mis au jour justement toutes les séquelles intergénérationnelles qui ont été subies dans ces espèces de camps de concentration dans lesquels on envoyait les enfants autochtones. Plusieurs milliers n'en sont jamais revenus d'ailleurs. Mais donc, pour revenir à la loi sur les Indiens,
Duncan Campbell Scott, ça c'est notre nazi à nous. En 1920, il est, si on veut, ministre des Affaires indiennes, et il explique très clairement que tout le projet, l'esprit de la loi sur les Indiens est le suivant. L'objet donc de notre politique est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien du Canada qui n'ait été absorbé par notre politique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Indiens, plus de problèmes indiens, ni même de département des affaires indiennes. Voilà l'objet de ce bill. L'objectif était donc très clair. Il s'agissait de faire disparaître les peuples autochtones de la surface du territoire. Alors ça, c'est vraiment important parce que ça va entacher, bien sûr, puis encore à ce jour, toutes les relations qui vont se mettre en place avec les populations autochtones. On met donc en place une loi qui est extrêmement contraignante, la loi sur les Indiens, qui rend les Autochtones, si on veut, des individus mineurs qui ont très peu de droits ou des droits restreints. Puis d'un point de vue, la loi sur les Indiens les réserve ont beaucoup plus à voir avec des camps de réfugiés qu'avec des villages où les Autochtones se seraient paisiblement installés. Jusqu'en 1952, un Autochtone qui veut s'inscrire à l'université doit d'abord et avant tout abandonner ses droits. Jusqu'en 1952, qui est la dernière date à laquelle on va profondément changer la loi sur les Indiens, encore qu'il y a des dispositions bien discriminatoires, mais jusqu'en 1952, un avocat qui décide de défendre une cause autochtone est passible de 10 ans de prison. Il est illégal de défendre les Autochtones. Alors, et 1952, c'est encore tout récent dans l'histoire. Le dernier pensionnat a fermé ses portes, c'est en 1996. Alors, toute cette histoire-là est encore très récente. Et si je vous dis jusqu'en 1989, dans le train qui relie Shefferville à Sept-Îles, jusqu'en 1989, il est interdit aux Indiens d'embarquer dans le wagon pour les Blancs. 1989, il y a de fortes chances que vous soyez déjà de ce monde. Alors tout ça est encore très récent dans l'esprit des Premières Nations et malheureusement, ce qui n'est pas enseigné à l'école, ce qui n'est pas transmis dans les médias, c'est tout cet angle mort sur l'histoire canadienne qui met en évidence finalement que le Canada est un État d'apartheid. Pour comprendre cette réalité-là, ça prendrait de s'asseoir comme on le fait en ce moment pour échanger, pour comprendre un peu d'où viennent toutes ces tensions, cette incompréhension. Alors, je poursuis, si vous permettez, parce que avec les pensionnats autochtones, c'est important vraiment de reconnaître les torts qui ont été commis. Malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'en faire le tour, mais chose certaine, une bonne partie des difficultés que traversent les peuples autochtones aujourd'hui sur le plan socio-économique, sur le plan personnel, découlent donc des traumatismes qu'ils y ont vécu. C'est quand on s'attarde aux témoignages qui ont été faits vraiment d'un océan à l'autre au Canada, on se rend compte à quel point les peuples autochtones ont subi des traumatismes majeurs dans ces camps et qu'il nécessitera encore probablement de nombreuses années avant de pouvoir prétendre à une guérison. Et ça prend plus qu'une génération pour traverser ces épreuves-là. Mais je dois vous dire que quand je regarde les jeunes générations aujourd'hui, qui, elles, ne sont jamais allées dans les pensionnats, on peut avoir énormément d'espoir. Oui, il y a encore des difficultés, mais en même temps, je vois des jeunes autochtones qui sont remplis d'un leadership incroyable, qui ont du talent, qui ont une créativité, qui ont envie de s'engager dans leur communauté. Et je pense que c'est vraiment là une clé. Et qui va devoir possiblement être inscrit. À quel point est-ce que les Autochtones ont l'autonomie de développer ce qui leur semble être des institutions qui fonctionnent de manière appropriée par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport au territoire. De quelle façon allons-nous, si on veut cohabiter un même territoire, co-décider de la façon dont ce territoire devrait être développé, exploité, protégé. Alors, je poursuis, si vous permettez, parce que toujours avec cette histoire, je parlais des traumatismes, et j'avais parlé de Duncan Campbell Scott il y a quelques minutes, qui, à un moment donné, en 1900, un peu en 1909-1910,
envoie comme commande à l'ensemble des 100 quelques pensionnats au Canada de forcer en fait les enfants qui ont la tuberculose à côtoyer leurs amis en classe et à dormir dans les mêmes dortoirs. L'agent de la Colombie-Britannique répond à Duncan Campbell Scott. Il leur dit oui, mais évidemment, je veux dire, si on fait ça, les enfants vont mourir. Ce à quoi Duncan Campbell Scott répond ah, ben, nous savons déjà pertinemment que les enfants indiens perdent leur résistance naturelle aux maladies en habitant si près les uns des autres dans les écoles résidentielles, dans les pensionnats, et qu'ils meurent à un taux plus élevé que dans leur village. Mais cela ne justifie en rien un changement dans la politique de ce ministère, lequel est orienté vers une solution finale du problème indien. Alors, je n'ai pas besoin de souligner d'ailleurs que Duncan Campbell Scott avait quelques affinités avec le Parti national socialiste qui prenait doucement place dans l'Allemagne nazie. Alors, vraiment, c'est une époque très sombre. Quelques journalistes d'ailleurs à l'époque avaient essayé de mettre en évidence le génocide qui était carrément en place à l'échelle du Canada sans même que la population canadienne n'ait été mise au courant. Mais là, les alertes sont passées. Ils sont tombés dans les cracks du plancher. Il va se passer quand même quelque chose d'important au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir du moment où il va y avoir une espèce de prise de conscience nationale chez les peuples autochtones de tout ce qui avait été mis en place, tout le monde était un peu isolé, si on veut, jusqu'à un certain point. Et il va se passer donc l'émergence d'une conscience nationale à partir des années 1950, 1960, 70. Il va y avoir des causes, notamment l'affaire Calder, qui au Québec va avoir un impact important parce que quand on va sous Bourassa entreprendre des projets hydroélectriques à la baie James, le juge Malouf va accepter d'interrompre les travaux, même si ça ne dure que 3 jours. Il y a un doute qui est semé, puis la couronne, le procureur général du Québec est obligé à l'époque d'admettre qu'il y a possiblement des droits ancestraux sur les territoires de la baie James et du nord du Québec. Ces territoires-là, d'ailleurs, ont été cédés assez récemment dans l'histoire du Québec. Ils étaient, si vous vous souvenez de la carte de 1763, c'était des portions de territoire qui appartenaient, c'était les terres de Rupert, c'était des territoires qui étaient laissés en gestion à la Compagnie de la baie du Tson. En 2 tronçons, ces terres-là sont cédées au Québec en 1898-1912. Et c'est exactement kilomètre pour kilomètre les territoires qui vont être visés par la Convention de la baie James et la Convention du Nord-Est, qui est un traité moderne et dans lequel, pour la première fois, on posait un nouveau jalon dans les relations entre des autorités gouvernementales et des Premières Nations. Mais à l'extérieur de cette zone-là, puis encore à ce jour aujourd'hui, jamais il n'y a eu d'entente entre des Premières Nations et les gouvernements pour dire ces territoires-ci, nous vous les cédons, ils sont à vous, cohabitons de telle ou telle manière. Il n'y a pas de document historique qui cède ces territoires-là à la province de Québec. Et c'est là vraiment le haut niveau d'incertitude. Que se passe-t-il? Quelle est la base légale, la certitude juridique foncière sur la propriété de ces territoires-là? Alors, ce flou-là, en droit des Autochtones, on dit que ça relève des droits ancestraux et du titre aborigène. Le titre aborigène, c'est cette propriété collective qu'ont les Autochtones sur le territoire. Alors, beaucoup de belles discussions en perspective. Il y a certaines Premières Nations qui sont dans des processus de négociation, comme l'ont été d'ailleurs les Cris, les Inuits et les Naskapi entre 1973, 14, 15 jusqu'en 1978, quand les Naskapi vont signer un document qui est très très similaire à la Convention de la baie James. Bref, un autre bon morceau. On continue parce que à ce jour, il y a quand même des nouvelles normes, à la fois en droit international, puis je pense ici à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il y a là une magnifique base qui vient un peu mettre en évidence à quel point est-ce que l'humanité, peut-être de tout temps, mais plus particulièrement dans les derniers siècles, a vu l'étalement de certains empires et de civilisations
au détriment de d'autres dans les territoires. On sait à quel point le contrôle du territoire, c'est quelque chose de majeur. Puis encore aujourd'hui, lorsqu'il est question de laisser aux Autochtones la liberté de parler leur langue, d'avoir leur système scolaire, passe encore, d'avoir leur protection de la jeunesse, oui, oui, mais lorsqu'il est question de contrôler les ressources forestières, les ressources minières, l'énergie, de contrôler l'ensemble des ressources, c'est là qu'on touche à une des cordes les plus sensibles. Or, c'est le cœur de tout le processus colonial qui se trouve et il ne pourra pas y avoir de constitution sur laquelle tout le monde s'entend sans que cette question centrale et majeure ne soit réglée. Parmi les documents qui sont évidemment des documents de référence, prenons bien sûr la Déclaration des Nations Unies. Je vous invite à la lire, c'est pas si long que ça, et ça nous donne cette perspective globale. Hein. Il y a quand même presque tous les pays de l'ONU qui l'ont ratifié, touche les droits collectifs individuels, les droits culturel, le droit d'avoir une terre, le droit d'avoir sa langue, d'avoir sa culture, d'avoir ses propres institutions, d'être le droit à la vie, le droit d'être protégé. Vous avez également un autre document d'importance à l'interne ici au Canada. Tout à l'heure, je vous parlais de la Commission Vérité et Réconciliation, qui au terme de son enquête a déposé un rapport qui va comporter une section extrêmement importante qu'on appelle les 94 appels à l'action. Je vous invite à le lire, c'est facile à trouver et ça permet un peu de voir sur quelle base il serait possible vraiment d'entrer dans une ère de réconciliation. Cette ère de réconciliation passe bien sûr par toutes sortes de dimensions, à travers l'enfance, la santé, mais aussi la sécurité publique, mais ça passe par le fait de se parler et peut-être de trouver une façon de se raconter une histoire qui va nous être commune, parce que je crains que pour plusieurs d'entre vous, vous n'ayez pas entendu parler souvent de ce dont je vous parle aujourd'hui, alors que c'est une dimension incontournable de l'histoire canadienne, surtout à partir du moment où on veut entrevoir l'idée d'une véritable réconciliation. J'espère, je souhaite, je suis certain que plusieurs d'entre vous ont déjà eu la chance d'aller dans des communautés autochtones, ont même déjà peut-être eu la chance d'aller passer quelques mois en forêt avec des Premières Nations. Peut-être certains d'entre vous aussi ont eu la chance d'apprendre une langue autochtone. Franchement, personnellement, je trouve aberrant que l'on n'enseigne même pas comment dire bonjour ou merci dans les langues autochtones, dans les écoles primaires et secondaires de ce territoire. Pour moi, ça me semble être une absurdité que les gens n'apprennent pas dès l'enfance à dire Kwe, Miigwech, Chineshkumetno, merci à vous. Alors, il y a vraiment une incroyable richesse dans les langues autochtones et bien que ça puisse avoir l'air choquant, pour quelqu'un qui parle le français au Québec et qui en est fier, mais d'un point de vue autochtone, il n'y a pas de langue plus québécoise que l'Innu, l'Anishinaabe, l'Atikamekw, le Cri. Ce sont des langues qui sont nées, qui sont encastrées dans le territoire depuis des milliers d'années. Il n'y a pas de langue plus précise pour rendre compte du climat, de la faune, de la faune, de la flore, de la végétation, de la neige. C'est d'une précision remarquable. Il n'y a pas de langue plus précise pour décrire le territoire québécois que les langues autochtones. Et il y a vous êtes probablement au fait que penser dans une langue formate notre vision du monde. Dans les langues algonquiennes, vous êtes obligé de considérer d'autres pans de la réalité que vous ne considérez pas nécessairement quand vous parlez en français, en anglais, en allemand, en portugais ou en roumain. Alors les langues autochtones ont une façon qui leur est tout à fait propre si on veut, de penser le réel. Alors simplement, je vais vous donner un petit exemple. Dans les langues algonquiennes, la fin du verbe change dépendamment si le sujet du verbe est quelque chose de vivant ou pas. Alors, on dit animé ou inanimé. Alors, vous imaginez quand vous parlez, OK, est-ce que ça c'est vivant, ça c'est pas vivant, OK, alors ça amène toute une autre vision du monde. Alors, vous voyez l'importance du vivant, justement, dans la pensée autochtone. Il y aurait des heures que j'aimerais vous raconter à ce sujet-là. Malheureusement, les minutes me manquent déjà, mais chose certaine,
il est difficile, d'un point de vue québécois, d'imaginer l'ampleur du fossé qui les sépare de la représentation du monde des Autochtones. Et vraiment, comme je le disais, je suis certain que plusieurs d'entre vous ont déjà eu la chance d'échanger. Plusieurs autres, peut-être dans les prochaines années, auront envie justement d'aller s'asseoir, prendre le temps de partager et d'écouter cette autre histoire. Euh, Parce que finalement, à travers les perspectives de chacun, des uns et des autres, on se rend compte que on perçoit peut-être les choses différemment, mais qu'ensemble, on peut mieux rendre compte de la réalité. Et pour moi, ce sera vraiment au profit de tout le monde si on trouve une façon de mettre en valeur la perspective de chacun. Écoutez, vraiment, ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que justement nous puissions trouver dans un grand cercle une place pour tout le monde, une place où on va pouvoir mettre en valeur l'identité et les particularités de tout le monde, de protéger la diversité, non seulement la diversité biologique, mais la diversité culturelle. Miigwech, Neshkumetnao, merci à tous, bonne réflexion. Je sens qu'on va en entendre parler encore et s'asseoir ensemble pour définir ce sur quoi repose notre vivre ensemble. Ça ne peut être que la garantie d'un avenir meilleur. Là-dessus, mesdames et messieurs, au plaisir. Salut Christian!